Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Notre réalité est semblable à un jeu vidéo extrêmement complexe, dans lequel l'être humain aurait été balancé sans qu'on nous en explique les règles. Pour les connaître, il nous faut en faire l'expérience et en deviner le fonctionnement. Cet apprentissage du fonctionnement de notre monde porte un nom, ça s'appelle la science, et c'est à mon avis la plus belle entreprise de l'être humain. Mais aujourd'hui, la science est de plus en plus décrédibilisée. Et il faut vraiment en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. Pour qu'une expérience permette de valider une théorie, il faut qu'elle soit pertinente, non truquée, et que notre interprétation de ses résultats ne soit pas erronée. Le cas d'un individu seul ne peut pas être généralisé à une population entière. L'expérience individuelle étant si peu fiable, on peut envisager, pour en compenser les défauts, de recourir à notre expérience collective. Alors comme d'habitude, quelques clarifications avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, la science n'est pas un mouvement ou une école de pensée, et les scientifiques ne sont pas membres d'une organisation centralisée dont ils dépendraient tous. Absolument n'importe qui faisant preuve de raisonnement logique pour expliquer un phénomène qu'il observe est alors auteur d'une démarche scientifique. Ensuite, il n'existe qu'une seule science, et c'est tout à fait normal puisque le but de la science est de décrire la réalité. Or, nous ne pouvons observer qu'une seule réalité, celle dans laquelle vous et moi existons, et qui est la même pour tout le monde. Donc si quelqu'un vous parle par exemple de science alternative par opposition à la science traditionnelle, ne perdez pas de temps. Fuyez, pauvre fou! Parce que ce qui distingue la science du reste, c'est son attachement à expliquer le fonctionnement de la réalité le plus fidèlement possible. Bah oui, l'idée n'est pas de raconter n'importe quoi pour se faire plaisir, mais de connaître la vérité. Or, pour que les conclusions formulées par la science puissent être jugées fiables, elles doivent être produites selon une méthode qui nous garantisse cette fiabilité. Pour établir une théorie, le scientifique formule une hypothèse, dont il vérifie la validité au moyen de l'expérience. Si l'expérience contredit l'hypothèse, alors elle est rejetée. Dans le cas contraire, on dit qu'elle se vérifie, et ce résultat peut alimenter la théorie. Évidemment, pour que ça fonctionne, l'expérience doit être, comme on l'a vu à l'épisode précédent, pertinente, non truquée, et son interprétation ne doit pas être erronée. Il faut également que l'hypothèse se vérifie à chaque fois qu'on reproduit l'expérience. Et pour nous assurer de ça, il va falloir la réitérer un bon paquet de fois. Si je tire 3 fois à pile ou face et que ça me sort 3 fois pile, ça ne suffit pas à conclure que la pièce est trafiquée. Par contre, si au bout de 50 jets, quelle que soit la manière dont je lance la pièce, je fais toujours pile, alors là oui, je vais avoir de bonnes raisons de penser qu'il y a eu magouille. Il faut aussi refaire l'expérience en faisant varier les paramètres, pour nous assurer que le résultat observé est bien le fait de l'hypothèse formulée, et pas d'autre chose. Par exemple, si je constate qu'à chaque fois que j'ai un rhume et que j'écoute de la musique country pendant quelques jours, mon rhume finit par guérir. C'est pas la country qui guérit mon rhume. C'est le fait que de toute façon, le corps guérit de lui-même d'un rhume au bout de quelques jours. Enfin, l'hypothèse n'est vérifiée que dans le contexte où l'expérience est réalisée, et jusqu'à preuve du contraire. Si tout d'un coup on trouve une exception à la théorie, alors on la remet en question, et on cherche à comprendre pourquoi elle ne s'applique pas dans le cas observé. Ces occurrences permettent de corriger ou de compléter la théorie, afin de l'améliorer. Un exemple célèbre de ça est la loi de la gravitation de Newton, qui correspondait à la réalité jusqu'à une certaine limite de vitesse et d'intensité de champ gravitationnel, jusqu'à ce qu'elle soit complétée par la loi de la relativité d'Albert Einstein. Contrairement à l'image qu'on peut s'en faire, un scientifique doit être ouvert d'esprit, et se tenir prêt à remettre en cause toute théorie établie, dès lors qu'on en prouve une meilleure. Je vais pas me faire que des amis avec l'exemple qui suit, mais il est vraiment représentatif de la défiance de l'opinion publique envers la science, et pour ça il est très pertinent. Je vais parler du vaccin ROR, dont les antivax affirment qu'il provoque l'autisme. Pour vérifier cette affirmation, on pourrait envisager l'expérience scientifique suivante. On prendrait 2 échantillons de population suffisamment grands et tirés au hasard, l'un avec des gens vaccinés ROR et l'autre avec des gens pas vaccinés ROR. Et on mesurerait s'il y a plus d'autistes chez les gens vaccinés que chez les gens pas vaccinés. Si oui, alors ça mettrait en évidence une corrélation entre le vaccin ROR et les cas d'autisme. Sinon, ça démontrerait que le vaccin ROR ne cause pas l'autisme. Et bah figurez-vous que cette expérience-là, on n'est pas les premiers à y penser. Elle a déjà été faite à de très nombreuses reprises par des études indépendantes les unes des autres, dans plein de pays différents, et sur des millions de patients.
Et à moins de truquer l'expérience, on trouve à chaque fois qu'il n'y a pas de différence significative dans la proportion d'autistes chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Ce qui démontre bien que le vaccin ROR ne cause pas l'autisme. Notez qu'on a estimé le pourcentage d'autistes chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Si j'avais voulu être malhonnête, j'aurais estimé non des pourcentages, mais des nombres de cas dans la population totale. La proportion de vaccinés ROR, qu'ils soient autistes ou non, étant 4 fois supérieure à celle des non-vaccinés, vous auriez pu tirer à tort la conclusion que le vaccin cause un plus grand nombre de cas d'autisme. J'aurais aussi pu vous montrer le pourcentage de vaccinés chez les autistes au lieu du pourcentage d'autistes chez les vaccinés, ce qui aurait également pu vous induire en erreur. Vous vous dites sûrement que ce sont des pièges grossiers. Pourtant, on trouve sur les réseaux sociaux de nombreuses variantes de ces représentations, sur lesquelles ceux qui les propagent se basent pour affirmer que le vaccin serait dangereux. Les erreurs d'interprétation statistique ou les représentations graphiques arrangées pour nous induire en erreur, ce sont de grands classiques. Et nous sommes souvent trop confiants dans notre capacité à ne pas nous laisser tromper. À ce sujet, je vous recommande cette vidéo du Defecator, qui montre toute une série d'exemples de stratagèmes graphiques et statistiques par lesquels on peut chercher à nous manipuler. Puisqu'on en parle, la statistique est une discipline scientifique très exigeante. C'est aussi, à ma connaissance, l'une des plus traîtres, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de savoir de quoi on parle en y ayant recours, et se planter magistralement. En tout cas, s'il y a bien un truc que l'épidémie de Covid-19 a montré, c'est que de nombreux individus s'en servent n'importe comment, pour dire n'importe quoi. Parmi les utilisateurs de réseaux sociaux, les médias, les journalistes, certains médecins et même quelques soi-disant spécialistes, beaucoup ont prouvé, à la façon dont ils en ont parlé, soit leur méconnaissance des statistiques, soit leur malhonnêteté intellectuelle. De manière générale, quand on nous balance des chiffres, il faut nous demander d'où ils viennent, comment ils ont été recueillis, et ce qu'ils nous permettent de conclure précisément. Je vais pas rentrer dans le détail de ce que sont en statistique, un test d'hypothèse, un intervalle de confiance, une valeur P, etc. Même si je vous encourage à vous y intéresser. Mais je vais quand même citer quelques pièges très courants. Si je fais une moyenne de poids entre seulement Dwayne Johnson, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, et que j'en conclus qu'un être humain moyen fait environ 105 kg, vous direz à raison que ma conclusion est basée sur l'observation d'un échantillon trop petit pour prouver quoi que ce soit. Vous direz aussi que j'ai triché en ne sélectionnant que des individus massifs, au lieu de les choisir au hasard dans la population, et que donc mon échantillon n'est pas représentatif. De la même manière, si je ne teste l'efficacité d'un médicament que sur des malades qui montrent déjà des signes de guérison, au lieu de les tirer vraiment au hasard, on va conclure à tort que le médicament fonctionne. D'ailleurs, pour ce genre de test, si on veut faire proprement les choses, on a recours à ce qu'on appelle un groupe témoin. C'est-à-dire qu'on compare les résultats obtenus avec une population qui reçoit réellement le médicament, et ceux obtenus avec une population à qui on fait croire qu'on leur donne le médicament, mais qui ne reçoit en réalité qu'un placebo. Si le résultat est différent entre le groupe test et le groupe témoin, alors ça montre que le médicament fait effet. Mais sans cette vérification, on ne peut pas conclure. Enfin, une autre manière de tricher consiste à ne pas comptabiliser, sous un prétexte bidon, les individus qui donnent des résultats différents de ceux qu'on veut montrer. Il faut vérifier ce genre de choses quant à la manière dont une statistique a été établie, avant de la réutiliser. Sans quoi, elle peut ne rien vouloir dire du tout, et nous induire en erreur. Alors j'en vois déjà qui vont me dégainer un résultat d'étude isolé prétendant indiquer que les vaccins ROR causent l'autisme. Mais il faut bien comprendre que le résultat d'une étude scientifique seule ne prouve rien. Une étude isolée, même dite scientifique, n'est pas forcément exempte d'erreurs ou d'intentions malhonnêtes, et on vient de voir qu'il est facile de la truquer. Pour que le résultat d'une étude devienne probant, il faut déjà qu'elle soit jugée valide par un comité scientifique indépendant. Et surtout, il faut bien que, lorsqu'on fait reproduire cette étude ailleurs par d'autres équipes, celle-ci retrouve bien le même résultat. Ces conditions caractérisent la notion de consensus scientifique, et font qu'un consensus scientifique est bien plus crédible que le résultat d'une étude isolée. Quand j'explique ça, il arrive qu'on me réponde que, de toute façon, les scientifiques seraient tous de mèche pour cacher la vérité. Alors déjà, je suis de formation scientifique et on m'a jamais mis dans la confidence. Mais allez savoir, peut-être que le jour où ils en ont parlé, j'étais parti pisser. Ou alors peut-être qu'ils m'aimaient pas. Plus sérieusement, j'explique pourquoi l'existence de tels complots n'est pas crédible. La probabilité d'existence d'un complot qui n'est pas encore été révélé au grand jour diminue avec le nombre de complices impliqués et le temps écoulé depuis sa mise en place. C'est logique, plus il y a de gens au courant d'une conspiration, plus elle risque de fuiter. Et plus les moyens nécessaires pour prévenir ces fuites sur la durée deviennent exorbitants, ou simplement plus chers que de dévoiler la vérité. Donc autant on pourrait trouver réalisable que la vérité concernant un événement passé, genre l'assassinat de Kennedy par exemple, ait pu être tenue secrète parce que seule une poignée d'individus ont pu être directement témoins de la vraie version de l'histoire,
Autant la science décrit notre réalité telle qu'elle existe, et telle qu'on peut tous l'observer. Pour qu'une découverte scientifique soit tenue secrète, il faut que les chercheurs qui l'ont faite soient réduits au silence. Mais il faut aussi empêcher tous les autres chercheurs d'aboutir à ce même résultat. C'est pas évident, parce que si un chercheur parvient à remettre en cause un consensus scientifique bien établi et à le faire évoluer, il entre dans l'histoire des sciences. Donc croyez bien que les mecs s'acharnent, parce que la recherche, c'est super compétitif. Mais surtout, il faut les en dissuader dans tous les pays du monde à la fois. Bah oui, parce que dites-vous bien que si un pays annonçait des résultats scientifiques déconnants, dans tous les autres pays on s'apercevrait tout de suite de la supercherie, parce qu'on n'y retrouverait pas les mêmes résultats. La seule possibilité serait qu'on parle d'un sujet tellement de pointe que seuls quelques privilégiés auraient accès à ce champ d'études de par leur avancée technologique. Or pour les vaccins, on l'a bien vu avec l'expérience dont j'ai parlé, c'est pas du tout le cas. Et puis j'ai parlé de chercheurs, mais il faudrait aussi réduire au silence les gouvernements, les médecins, les organisations de santé, les universités, l'industrie pharmaceutique au complet, et plein d'autres que j'oublie. Ce, encore une fois, dans tous les pays du monde à la fois, sans que personne parmi tout ce beau monde ne fasse fuiter l'info soit par devoir moral, soit pour alerter ses proches, soit tout simplement par erreur. Bref, c'est extrêmement improbable. Et il en va de même pour toutes les autres théories du complot impliquant la science, comme celles qui disent que le réchauffement climatique serait un hoax, que l'énergie libre et infinie existerait, que l'alunissage serait bidon, que les chemtrails nous empoisonneraient, que le Big Pharma viserait volontairement à nous rendre malades, que la Terre serait plate, etc. Pourtant, une proportion grandissante de la population croit en ces légendes urbaines, souvent par défiance envers la science, défiance dont j'explique maintenant les raisons. Des scandales impliquant des scientifiques, il y en a eu, c'est indéniable. L'un des plus célèbres en France est l'affaire du nuage radioactif de Tchernobyl en mai 86, dont on a prétendu qu'il n'avait présenté aucun danger sur le territoire français. Et là vous me direz peut-être « Ah ah, tu vois bien qu'il y a des complots impliquant des scientifiques !» Oui mais regardez, la supercherie n'a pas tenu longtemps conformément aux principes que je viens d'évoquer. Le ministère de la Santé a d'abord publié des communiqués faussement rassurants. Puis 5 jours plus tard, le ministère de l'Agriculture a publié des informations en contradiction directe avec ceux du ministère de la Santé. Donc déjà rien que pour aligner la communication entre deux ministères d'un même pays avec une semaine d'écart, ils y sont pas arrivés. Et même s'ils s'étaient entendus, la méfiance venait également de l'Allemagne. Parce que de leur côté de la frontière, du fait de relevés inquiétants, ils avaient impliqué un principe de précaution sur la consommation de produits agricoles. Donc à 1 km de cette même frontière, les Strasbourgeois voyaient pas très bien comment leur relevé à eux pouvait être tout beau tout propre. Résultat, trop de gens impliqués, réalité trop facilement observable, la supercherie a été révélée au grand public en moins de 15 jours. Par contre, elle a jeté dans l'opinion publique un discrédit certain sur les scientifiques, à cause des institutions et des personnalités qui ont trempé dans cette tentative de manipulation. Le procédé scientifique est de plus en plus usurpé par des gens mal intentionnés qui s'en servent comme argument d'autorité. En voici un exemple un peu daté mais célèbre, plus de médecins fument des camels que n'importe quelle autre cigarette. Sous-entendu, elles sont meilleures pour la santé. Quand on connaît les ravages du tabac sur l'organisme, quelle que soit la marque, cette publicité en est surtout une très mauvaise pour les médecins. Une variante de ce truc-là que j'évoquais un peu plus tôt est le mensonge des soi-disant sciences alternatives. Ça, la plupart du temps, c'est un truc de charlatan. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui se prétendent scientifiques parce qu'ils ont tel ou tel diplôme ou qui sont médecins ou pharmaciens ou je sais pas quoi, et qui vont vous vendre une technologie ou une médecine qui soi-disant fonctionne, mais que la science n'a pas reconnue. Autrement dit, le résultat scientifique sur lequel ils se basent n'a pas été admis par la communauté scientifique. Sauf que la communauté scientifique, elle a pas fait ça pour emmerder le monde ou pour cacher un grand secret. Elle a fait ça parce que ce résultat scientifique est irrecevable, soit parce qu'il est bidon, soit parce qu'il nécessite une confirmation plus rigoureuse pour démontrer sa validité. Et oui, la rigueur scientifique c'est long, c'est des efforts et du travail, mais si on s'en dispense, on arrive à des conclusions fausses. Bien sûr, le problème n'est souvent pas là, beaucoup de ces gens savent pertinemment que leur résultat est bidon, mais ils vous le vendent quand même par malveillance. Il faut se demander ce que ces gens gagnent à nous mentir, et généralement ils nous vendent quelque chose. La probabilité qu'ils nous mentent pour ça est souvent bien supérieure à celle d'un complot d'envergure internationale. Et des parasites comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui vivent de leurs mensonges en sortant des bouquins, en vendant leurs services, en faisant des conférences rémunérées tout en salissant l'image de la science, et ben il y en a à l'appel. Beaucoup d'articles de journaux annoncent des résultats d'études scientifiques isolées, comme si elles prouvaient à elles seules le résultat auquel elles aboutissent. Or, comme je l'ai dit, c'est le consensus scientifique qui prouve quelque chose. Une étude seule ne prouve rien tant qu'elle n'a pas été suffisamment évaluée et reproduite. Mais les journalistes ont de plus en plus tendance à s'en moquer. Ce qui compte pour eux n'est pas de dire des choses vraies, mais de vendre du papier et de faire du clic. Les scientifiques aussi peuvent avoir cette motivation parce qu'ils ont également intérêt à faire parler d'eux. Certains peuvent biaiser leurs études afin de sortir un résultat faux, mais qui fera le buzz avant d'être démenti. De nos jours, plus de 50% des résultats d'études scientifiques publiés dans la presse s'avèrent nuls, après qu'on ait tenté de les répliquer indépendamment.
Lorsque ça arrive, les journaux concernés ne publient presque jamais de démenti. Donc si on ignore que les résultats d'études seuls ne vaut rien et qu'on voit la quantité de bêtises publiées jour après jour au nom de la science, je comprends qu'on en arrive à penser que la science ça devient n'importe quoi. En plus de ce qu'on vient de voir, on peut se demander pourquoi les théories du complot ont autant le vent en poupe. Eh bien tout simplement parce qu'on a envie d'y croire. D'abord, leur narration est souvent beaucoup plus simple et compréhensible que la manière dont les choses fonctionnent réellement. Ceux qui y adhèrent s'épargnent l'effort de comprendre ces sujets compliqués. Il est bien plus facile de cracher sur la science que de l'étudier sérieusement. De plus, qu'on soit les victimes de complots nous renvoie une image bien plus méritante de nous-mêmes. On aime croire que des forces adverses s'acharnent contre nous et sont responsables de notre malheur. Mais c'est une fausse réponse à de vrais problèmes. Si on veut poursuivre notre bonheur, il faut pas rejeter la responsabilité de notre infortune sur les autres. Nous devons nous prendre en main, avancer et ne pas nous laisser manipuler au point de prendre des décisions qui nous mettent en danger, ainsi que nos proches. On peut être traité de naïf parce qu'on refuse de croire dans les théories du complot. Et bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de la corruption, des magouilles, des scandales impliquant des scientifiques. Ça arrive. Mais qui est vraiment le plus naïf ? Celui qui refuse, en l'absence de preuves solides, de croire en la première fable venue le conforter dans sa paresse ? Ou celui qui l'embrasse sans réfléchir parce qu'elle justifie sa complaisance ? Bah pour le plus naïf, je sais pas. Par contre, je sais lequel est le plus lâche. Et voilà, c'était l'épisode 16, l'épisode pas bien large parce qu'il est très étroit. Bon, en plus, cette blague marche pas du tout, c'est l'épisode le plus long que j'ai jamais écrit. Avec lui se conclut notre chapitre sur la communication, et j'ai hâte de passer à la suite. On va parler dès la semaine prochaine de comment accroître nos capacités et nos connaissances. N'oubliez pas avant de partir de mâcher l'énorme pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, de commenter cet épisode et de le partager. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.